j'ai commencé mon entreprise avec $100 parce que bon, vous allez voir beaucoup sur le net, chacun vous dit que voilà, il a commencé avec rien. Bon, chacun a son point de vue, hein. Mais moi je crois pas à ça. Pour investir dans la tech, il faut combien de chiffres? Pas de détails, des chiffres. Oui, la famille, cet argent ne sert pas à propulser l'activité économique du pays. Pourquoi? Okay. Il y a une raison à tout ça. Laquelle? 80% ou plus des personnes qui envoient l'argent pour un projet ici, le projet tombe à l'eau. Oui. Donc Simandou, c'est un levier, je suis d'accord, mais il ne doit pas être que le seul levier pour développer toute cette nation de 17 millions de personnes. Simandou, c'est d'abord l'investissement dans des infrastructures. Et avant que cela ne soit rentable, ça va prendre du temps. Est-ce que vous vous estimez que grâce à Simandou, les entrepreneurs iront mieux ou la Guinée va se développer? Nous avons ce problème en Afrique. Ça, c'est toute l'Afrique, y compris la Guinée. Nous avons le syndrome de l'excusite. Nous trouvons des excuses à tout. Nos jeunes aujourd'hui, ou les entrepreneurs d'aujourd'hui, ils se contentent de commencer une activité, quel que soit le niveau de l'activité, même s'ils font du chiffre, mais ils ont un péché. Lequel? D'accord, un péché en entrepreneuriat. En entrepreneuriat. Lequel? Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre podcast Chapitre Carrière. Vous savez, ça se passe sur la chaîne YouTube ou sur nos différentes plateformes, réseaux sociaux, DK Production. Cette fois-ci, nous allons parler des réussites, mais pas n'importe quelle réussite, une réussite atypique. Donc pour ce faire, nous sommes accompagnés avec un entrepreneur donc, qui est parmi nous. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir, M. Diallo. Comment allez-vous? Je vais super bien, et chaud. Alhamdoulilah. Et les activités? Ça se passe super bien. Dieu merci. Donc, nous allons parler de vous, de votre carrière, les étapes d'un véritable entrepreneur que vous êtes. D'accord. Alors, c'est fort, ça. Surtout dans un domaine, vous savez, on est en Afrique, donc on va parler du vrai entrepreneuriat africain. Et pour parler de vous, j'aime pas mieux présenter les gens. J'aime que les gens me parlent de vous. J'aime que vous parlez de vous, vous-même, parce que c'est la logique au fait des choses. Si vous présentez mieux, les gens sauront qui vous êtes. Alors, qui êtes-vous réellement? Alors, je suis Abdoulaye Touré. Je suis ingénieur en finance de formation. Oui. Mais dans cette ingénierie financière, j'ai trois spécialités. La première, c'est l'audit et contrôle de gestion. D'accord. La seconde, c'est la gestion de patrimoine. La troisième, c'est la finance décentralisée via les registres distribués. D'accord. Ça, c'est ce que je sais faire professionnellement. Et j'aime préciser quelque chose. Ouais. Vous êtes présenté comme un bâtisseur, un entrepreneur en tech. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que ce n'est pas n'importe quelle réussite. Parce que réussir dans la tech, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, nous allons retracer cela. Alors, pourquoi êtes-vous présenté comme un bâtisseur et comme un entrepreneur en tech? Ok, très bien. Alors, pour répondre à votre question, je vais vous donner quelques petites pistes. Okay. D'abord, je suis cofondateur de Calici Financial Technology. C'est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie financière et technologique qui a pour rôle et objectif de mettre en place des softwares de paiement. Ça, c'est la première entreprise que je dirige. La seconde s'appelle Njuria Capital Partners, qui est un fonds d'investissement privé. Et dans ce fonds d'investissement, nous avons trois véhicules. Trois véhicules d'investissement. Le premier véhicule, c'est un véhicule boursier. Nous investissons sur les marchés US, sur les marchés des pays émergents et même dans la sous-région des... Quand vous parlez du US, vous parlez des États-Unis. Des États-Unis. Ça, c'est le premier véhicule qui est 100% marché boursier. Le second véhicule, c'est un véhicule qui est spécialisé dans l'investissement sur des entreprises qui sont en relation avec comment on appelle ça, la logistique minière. Nous avons une entreprise dans la logistique minière qu'on appelle Shango Mining.
Et elle utilise les registres distribués qu'on appelle la blockchain pour faire la traçabilité de tous les minéraux. Right? Alors, le troisième véhicule, c'est un véhicule qui investit uniquement dans tout ce qui est immobilier. D'accord. Alors, donc, je me présente comme un bâtisseur, mais un bâtisseur d'infrastructures techniques permettant aux décideurs de prendre des décisions optimales. Parce que pour moi, en Afrique, le problème que nous avons un problème de véracité de l'information. Et cela a un impact dans la prise de décision pour que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les États. Donc, on me définit ou je me définis comme un bâtisseur d'infrastructures techniques via les registres distribués. Mais personnellement, je me définis comme un afro-optimiste. C'est quoi? Un afro-optimiste, mais réaliste. Vraiment, c'est quoi? Parce que là, nous, on ne connaît pas ces termes-là. Éclaircissez-nous. D'accord. Un afro-optimiste, c'est quelqu'un qui croit profondément au potentiel de l'Afrique. Mais je ne crois pas au potentiel de l'Afrique via des slogans. Comme je vous ai dit tantôt, je me base sur des données fiables. Les données africaines nous disent quoi? Nous avons une population extrêmement jeune. Près d'1,5 milliard de personnes. Plus de la moitié en moins de 25 ans. Nous avons plus de 30% des terres arables du monde. Nous avons près de 70% des réserves de matières critiques. Donc ces informations font que je suis un afro-optimiste, mais réaliste. Je suis conscient que ce n'est pas facile. Je suis conscient que l'Afrique traverse un bug dans son histoire. Chaque peuple, à un moment donné de son histoire, traverse un bug. Notre bug est là depuis la colonisation, depuis le néocolonialisme, Nous avons perdu la transmission d'informations, la transmission de sciences et de technologies de nos aïeux, de nos ancêtres. Mais ceci étant, nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres pays à travers le monde qui ont traversé la même chose. Mais aujourd'hui, ils sont au firmament de leur développement. Donc, avec tout le potentiel que je vois, nous pouvons le faire et nous allons le faire. Parce que pour moi, il n'y a pas de seconde chance. Nous devons nous battre avec l'énergie du désespoir. Donc, voici, beaucoup me présentent comme un bâtisseur tech. Moi, je me dirais plutôt, je suis un afro-optimiste réaliste. D'accord. Et bien même d'avoir pris l'idée d'entreprendre en Afrique, vous avez fait certainement quelques pays occidentaux. Est-ce que vous pouvez nous citer ces pays-là? Et c'est quoi la particularité de ces pays-là par rapport à l'Afrique? Alors, d'abord, après le bac en Guinée, je suis parti en Côte d'Ivoire, où j'ai fait mon master en finance, en administration des affaires. Ensuite, j'ai été en France pour faire des certificats. Je dirais plutôt, en Occident, je me suis plutôt orienté dans des certifications. Aujourd'hui, le monde, c'est un village. Donc, partout à travers le monde où vous êtes, vous pouvez avoir la formation qu'il vous faut. Donc, en France, j'ai fait Crescendo Paris. Crescendo Paris, c'est une école de formation en trading. Ensuite, j'ai fait aussi un certificat chef de projet blockchain via l'école Alira. Et tout le reste, je l'ai fait ici et je continue à me former tous les jours. Parce que, pour moi, un entrepreneur doit être un manager. On a confiance plutôt au manager plutôt qu'à un entrepreneur. Peut-être on aura l'occasion d'en dire encore plus. Voilà, donc c'est la France, la Côte d'Ivoire, et grâce au travail, grâce à notre entreprise, notamment Calici, nous animons des séminaires un peu partout dans la sous-région, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Sénégal. Calici couvre 19 pays africains présents. 19. Voilà, donc du coup, dans tous ces 19 pays, nous avons soit des antennes, soit des collaborations avec des entreprises qui sont sur place. Et ça nous permet de faire un maillage terrain et un maillage intellectuel et rencontrer des personnes qui sont merveilleuses. Exactement. Donc, voici un peu le petit Exactement. Et moi, là où je m'interroge un peu, c'est que vous avez quitté la France pour entrer en Guinée et bâtir quelque chose.
Mais cette chose-là, elle est difficile à obtenir ici en Guinée parce que c'est la réussite. Donc, vous vous êtes retourné et vous avez fait une observation par rapport aux jeunes d'ici. Moi, je dirais, quelle est la chose que vous détestez? C'est un jeune qui entreprend. D'accord. Alors, c'est une très bonne question. Ouais. Merci pour la question. D'abord, il faut savoir que il y a 3 types d'entreprises. D'accord. Avant même de parler de ce que je déteste au niveau d'un entrepreneur, il faut faire la part des choses. OK. Il y a les startups. Mais un start-upper ou une startup, c'est une entreprise qui détecte un problème de société OK. et apporte une solution qui n'existe pas. Et il n'a rien ou très peu de moyens pour apporter ces solutions. Ça, c'est un start-upper. Right? Ensuite, nous avons un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui constate des solutions existantes OK. et apporte des améliorations. Je prends un exemple. Les banques existent, Oui. mais à côté, il y a du mobile money. Le mobile money, Ouais. c'est une amélioration des produits bancaires. OK. Donc, ceux qui créent des mobile money ou des fintechs sont des entrepreneurs. OK. Et très souvent, eux aussi, ils ont très peu de moyens. Mhm. Et enfin, nous avons Oui. les managers. Ceux-ci, ce sont des gestionnaires qui allouent des ressources de manière efficace et étudient le risque avant de prendre une décision. Right? Ouais. Alors, maintenant, pour répondre à votre question, une fois on comprend un peu Le contexte. voilà, le contexte et puis les différences qui existent entre ces 3 personnes, il faut savoir que la plupart de nos jeunes, moi-même quand j'ai commencé, Oui. je pensais, qu'il suffit de faire un business plan, avoir une idée, Ouais. je suis seul dans ma chambre et je pense que je peux diriger le monde. Diriger le monde. Ouais. Je vais voir une banque tout de suite, prête-moi de l'argent, je vais révolutionner l'humanité. Ouais. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Non, on ne vous prête pas. C'est pas par refus. Ouais. Vous savez pourquoi on ne vous prête pas? On ne vous connaît pas. Nos jeunes aujourd'hui, ou les entrepreneurs d'aujourd'hui, ils se contentent de commencer une activité, OK. quel que soit le niveau de l'activité, même s'ils font du chiffre, Ouais. mais ils ont un péché. Lequel? D'accord. Un péché en entrepreneuriat. En entrepreneuriat. Ok. Lequel? Ils ne documentent pas. Ils ne font pas leur comptabilité. Ouais. Ils ne respectent pas leur fiscalité. Ok. Ils ne connaissent pas le droit d'entreprise. OK. Et ils n'auditent pas leurs comptes. Même si vous n'êtes pas rentable, celui qui est en face de vous, un banquier par exemple, il veut savoir, Ouais. est-ce que votre entreprise est rentable? Est-ce que vous avez des documents certifiés? OK. Mais chez nous, on se dit la comptabilité, que ce soit générale ou analytique, on ne l'a fait que lorsque nous sommes grands. OK. Et c'est là le piège. souci. Là le souci. Parce qu'en face, un investisseur ou un banquier, c'est pas le type méchant. Non. Au contraire, il cherche une opportunité à travers vous. Ouais. Mais lui aussi, on l'a confié de l'argent. Et s'il doit prendre cet argent pour vous donner, il faut qu'il s'assure qu'il va récupérer son argent, Exactement. plus réaliser un bénéfice. Donc, ce que je déteste chez les entrepreneurs, c'est croire que une simple idée suffit pour convaincre non seulement les institutions financières, mais tout de suite aussi convaincre le client. Parce que vous avez les deux choses. Il y a les investisseurs, ceux qui vont vous apporter les ressources, mais il y a aussi ceux pour qui vous avez créé cette solution. Ouais. Ça doit répondre à un besoin. Ouais. Mais pas juste regarder sur Internet, regarder ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, Ouais. où Et ils ont l'imposer ici. où ils ont une culture de plus de 100 ans dans l'entrepreneuriat. Ouais. N'oubliez pas que l'entrepreneuriat a moins de 35 ans en Afrique. Ouais. Donc, nos institutions ne sont pas assez mûres pour financer une idée. Accompagner une idée. On n'accompagne pas une idée, on accompagne une entreprise rentable. OK. Si le banquier sait que votre entreprise est rentable, pourquoi il mettrait son argent, l'argent qu'on lui a confié, dans des emprunts obligataires, où on lui donne 10 ou 11% sur le cas de la Guinée? C'est mieux de donner à une entreprise où il y a un vrai manager, où il peut réaliser du 15 voire du 18%. Ça, ce sont les réalités guinéennes, particulièrement dans les autres pays de la sous-région, c'est un peu différent. Donc, c'est ça le problème. Okay. Je ne dirais pas je déteste, mais c'est le péché que la plupart des entrepreneurs commettent lorsqu'ils les entreprennent. Exactement. Et
là, vous parlez de technologie. Vous êtes passionné par ce mot-là et par ce domaine-là, la technologie. Mais moi, je vous entends souvent aussi parler de la tradition ancestrale de l'Afrique. C'est ça. Mais c'est quoi le rapport entre quelqu'un qui aime trop la modernité et qui se base aussi sur le traditionnel? D'accord. Alors, d'abord, il faut éclaircir un point, faire la nuance. Ouais. Être accro ou amoureux de la technologie ne veut pas dire déconnecter de nos réalités africaines. Je m'explique. Ouais. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout à fait. L'Afrique est la base et la boussole de l'humanité. Les sciences sont nées ici. Ouais. L'écriture née ici. Une vérité absolue. Nous n'allons pas reprendre l'histoire, n'est-ce pas? Donc, mais comme j'ai dit tantôt au début, nous avons eu un bug. Oui. Et nous vivons toujours ce bug. Sinon, des royaumes de Kémet, des dynasties de Kémet qu'on appelle aujourd'hui Égypte, en passant par le royaume du Congo, l'empire du Manding, du Songhai, et j'en passe, nous avons mis en place, nos ancêtres ont mis en place des institutions basées sur la confiance, basées sur l'humain, basées sur la technologie d'alors, basées sur la science. Vous savez très bien que c'est maintenant, dans les années 1920, que la NASA a compris c'est quoi la théorie du Big Bang. Alors que moi, mes ancêtres, les Dogons du Mali connaissent l'étoile Sirius depuis des millénaires. Donc nous, la technologie, elle est innée en nous. Mais la technologie chez nous, elle a plutôt été spirituelle. Nous avons utilisé la technologie et la science pour nous rapprocher du Créateur. Mais les autres ont utilisé cette technologie pour, on va utiliser leurs termes, pour se développer socialement. Parce qu'ils ont une compréhension capitalistique du monde. Mais nous, on a une compréhension spirituelle du monde. Alors, donc, étant donné que chacun de nous sommes la base de données de nos aïeux, la science est en nous, la technologie est en nous, l'écriture en nous. Aujourd'hui, c'est vrai que je vous parle en français, mais vous savez bien que je peux vous parler en poulard. On peut écrire le Adlam, on peut écrire l'Onko, on peut écrire le Corée-Sébéli en Soso. En rappelant même, vous êtes un vrai Guinéen parce que vous comprenez presque toutes les langues de la Guinée. Je suis amoureux de ce pays, je suis amoureux de l'Afrique. Poulard, français. Oui, j'essaie de parler toutes ces langues. Oui, tout. Je suis un Guinéen. Exact. Et je suis un Guinéen de nationalité, mais je me définis comme un Africain par... c'est pas, comme je le dis, je suis un afro-optimiste. Donc, pour revenir à votre question, la modernité occidentale n'est pas déconnectée de l'antiquité africaine. Au contraire, cette modernité occidentale puise ses sources dans les entrailles de l'Afrique antique. Donc, un Africain qui se dit moderne est d'abord celui qui connaît son passé, son histoire. Parce que nous ne pouvons pas nous développer en utilisant leur concept de développement. Nous avons nos réalités, nous avons nos cultures, nous avons notre compréhension du monde. Nous devons tout simplement puiser au plus profond de nous, de nos connaissances, adapter au nouveau monde, à la réalité actuelle. Donc ce que je fais, quand je parle de code, quand je parle d'exactitude de l'information, les griots du Manding le faisaient. Lorsque nous parlons aujourd'hui d'un virement SWIFT, l'or se transmettait entre ces empires. Il y a des tissus économiques et financiers qui ont existé dans ces empires. Nous sommes l'héritage de tout ce beau monde. Donc, modernité occidentale n'est pas égale à déconnexion de notre antiquité, de notre histoire. Au contraire, ce sont c'est deux réalités d'une même pièce de deux facettes. Exactement. Voilà. C'est tout à fait logique. Donc, on parle de l'Afrique, mais particulièrement de moins, nous allons aussi parler de la Guinée. Donc, parlons-en de ce pays-là. Beaucoup y voient les difficultés qui ne finissent pas, les défis qui sont énormes, les contraintes. Mais vous voyez quoi exactement de la Guinée? Je vous ai dit tantôt que je suis un afro-optimiste réaliste. Right? Vous savez, l'opportunité se trouve dans le désordre.
Lorsque quelque chose est parfait, il n'y a plus de vie. Quand on dit le taux de bancarisation de la Guinée, c'est tourne autour de 20%. Ça veut dire qu'il y a une part de marché de 80%. Ouais. Donc, cette difficulté, l'inexistence de ces produits bancaires adaptés, c'est un marché. C'est une opportunité. Lorsqu'on vous dit que le taux de croissance du PIB, le taux de croissance de la Guinée, en 2025, on était à 7,2%. Okay. En 2026, on projette 10,5%. Et récemment, il y a le projet Simandou que vous avez vu. Peut-être on aura l'occasion d'en parler. Ouais. Moi, je vois plutôt un pays rempli d'opportunités. Okay. Mais, il y a un mais. La plupart des personnes qui affirment que l'Afrique c'est compliqué ou la Guinée il y a un problème de droit, je dis n'importe quoi, il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème politique. La plupart de ces personnes, ils ne respectent même pas leur part de responsabilité. Okay. Prenez un exemple, M. Diallo. Tout à l'heure, quand vous venez de la maison au bureau, vous avez vu combien de personnes qui ne respectent pas le code de la route? Plusieurs. Là, à chaque fois que tu traverses, on dirait qu'une voiture va te renverser. Très bien. On ne respecte pas les feux. On ne respecte pas les principes de la République. Ouais. On se plaint tout le temps. Mais nous ne faisons rien. Si chacun de nous balayait ne serait-ce que devant sa maison, respecte le code de la route, respecte les autres, respecte les principes de la République, nous allons aller mieux. On n'aurait pas parlé de ça. N'est-ce pas? Vous comprenez un peu? Donc moi, je ne vois pas les difficultés. Pour moi, c'est une opportunité. Pour moi, c'est un pays rempli d'opportunités. Nous sommes la première réserve de bauxite au monde. Nous avons des terres arables. Dans certaines de nos contrées, il pleut 9 mois sur 12. Exactement. Nous avons de l'or. Certes, on va dire que non, nous exportons de la matière brute. Nous ne transformons pas. Ça viendra. Pour l'instant, respectons le peu qui existe. Soutenons-nous. Magnifions ces entrepreneurs qui se battent. Respectons les règles de la République. Que chacun fasse sa part de responsabilité. Vous allez voir, ce pays sera le miroir de l'Afrique. J'en suis convaincu. Je ne parle pas par optimisme, je parle avec des statistiques, avec des données, des chiffres. Moi, je me base sur ça. Mais je m'en souviens, la dernière fois qu'on discutait, par rapport aux défis en Guinée ici, je parlais des défis de notre société, nous-mêmes, de notre entreprise. Et là, il y a une phrase choquante quand même que vous m'aviez dite, que chaque difficulté, derrière chaque défi et difficulté, se cache une opportunité. Très grande opportunité. Nous avons ce problème en Afrique. Ça, c'est toute l'Afrique, y compris la Guinée. Nous avons le syndrome de l'excusite. Nous trouvons des excuses à tout. Non, on n'a pas d'infrastructure, c'est la faute à X. Non, nous n'avons pas une bonne formation, c'est la faute à Y. Non, nous n'avons pas nous trouvons toujours des excuses à tout. Pour ne rien faire. Exact. Donc, c'est vrai, il y a des défis. Mais ces défis sont des opportunités pour les entrepreneurs. Quand vous voyez aujourd'hui, quand vous partez à l'aéroport Ahmed Sékou Touré, regardez les étrangers qui viennent dans ce pays. Des Indiens, des Pakistanais, ils viennent des Libanais. Ils viennent, vous ne savez pas, vous ne les voyez même pas après dans la circulation. Quand ils viennent, ils vont dans la boue, dans la poussière à l'intérieur de ce pays. Parce que quand vous voyez l'or qui est beau, c'est où? C'est dans le sous-sol. Il faut creuser, il faut faire sortir. Donc, nous devons nous réveiller, arrêter de nous excuser, arrêter de dire que c'est la faute à l'État. L'État a sa part de responsabilité, je suis d'accord. C'est la faute aux banques. Le banquier ne prête pas à celui qui n'est pas rentable. Évitons ça. Non, c'est parce que mes parents ne m'ont pas aidé, vos parents vous ont aidé, vous êtes sur cette terre, ça suffit. Donc, je vois ce pays rempli d'opportunités et ce continent rempli d'opportunités. Donc, moi, c'est ma conception de ce pays et de tout ce continent. Et le développement de la Guinée, actuellement, comme tout le monde le dit, est reposé un peu sur Simandou. Simandou 2040. Moi, c'est ma première fois de faire une discussion autour de ça, de ce projet-là. Mais concrètement, est-ce que vous estimez que grâce à Simandou, les entrepreneurs iront mieux ou la Guinée va se développer? Alors,
nous allons sortir un peu des émotions. Hein? OK. Simandou n'est qu'un projet parmi tant d'autres. Okay. Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus foi au potentiel humain de ce pays qu'au potentiel du sous-sol. D'accord. OK? Certes, Simandou a fait en sorte que la croissance économique du pays, vu les investissements, près de 15 milliards d'investissements ici, ça a aura un impact dans le budget de l'État, dans la fiscalité. Mais on ne doit pas se leurrer. Simandou, c'est d'abord l'investissement dans des infrastructures. Et avant que cela ne soit rentable, ça va prendre du temps. Certes, à court terme, il y a des opportunités. Des opportunités pour des entreprises de logistique, des entreprises de formation, des entreprises de sécurité, des entreprises de nourriture, des entreprises de tout. De la mine au port, il y a des opportunités. Ça, c'est un fait. Mais un seul projet, le développement d'un seul projet ne peut pas suffire pour développer toute cette nation. Ça, c'est un fait. Ce serait vrai que avec près d'$1 milliard d'un fonds qui est prévu pour financer, Simandou aura un impact significatif sur l'économie. Sur l'économie, en général, lorsque les retombées de Simandou sont investies sur l'humain. Il y a déjà, le gouvernement est en train de travailler dans ce sens, il y a Simandou Academy, il y a plein de projets autour de Simandou. Lorsque ces projets seront réalisés, les jeunes formés, l'État met en place, par exemple, un budget d'aide aux entrepreneurs en passant par les institutions financières, comme le fait la Côte d'Ivoire, pour que les entrepreneurs qui ont un minimum de clarté dans leurs activités puissent avoir un soutien financier afin de pérenniser leur entreprise et diminuer le taux de chômage, parce que vous savez très bien que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Nous avons moins de 200 000 employés de l'État ici. Donc, Simandou aura un impact si et seulement si les retombées de Simandou sont investies dans l'humain. C'est la plus grande ressource qu'on a. Et ce pays est bourré de talent. Donc, Simandou, c'est un levier. Je suis d'accord. Mais il ne doit pas être que le seul levier pour développer toute cette nation de 17 millions de personnes. Il y a des jeunes qui ont des projets, quand même, il faut le dire. Je sais que les banques ne financent pas ceux qui ne sont pas rentables. Mais ces projets-là, ça permet de révolutionner non seulement la société, ça ne demande pas deux fois de l'argent par rapport à leurs projets, mais ça demande une question de révolution sociale. Donc, pour un jeune comme ça qui veut entreprendre dans ce domaine-là, comment est-ce qu'il doit faire pour pouvoir obtenir un peu de financement? Pas auprès des banques seulement, auprès des microfinances et tout. D'accord. Alors, vous devez savoir quelque chose, que ce soit les microfinances, que ce soit les banques, que ce soit les VC, les venture capital, ils ne sont pas là pour une révolution sociale. Ils sont là pour du cash, pour faire du bénéfice. OK? D'abord, ça, c'est un. Ça, c'est un facteur. Voilà, ça, c'est un facteur. Il ne faut pas oublier. C'est des entreprises avant tout. Ils ont un bilan. Ils ont un résultat à faire. D'accord. Il faut comprendre ça. Mais ça, c'est, je dirais, le rôle de l'État. Beaucoup de pays le font. Par exemple, la Côte d'Ivoire, même le Rwanda. L'État met un fonds de garantie à la disposition des jeunes via des institutions financières. Et il y a des auditeurs, des analystes qui voient ici votre projet peut avoir un impact socio-économique considérable. À court terme, peut-être pas rentable, mais à long terme, aura un impact réel. Ce genre de projets peuvent être accompagnés. Bon, pour l'instant, en Guinée, avec le projet Simandou, il y a un fonds qui est prévu, je crois, de près d'1 milliard, si ma mémoire est bonne, $1 milliard prévu dans ce sens. Mais vous devez savoir quelque chose. Que ce soit la banque, que ce soit vous, vous êtes tous là en train de chercher du profit. Donc, dans un pays où tout est à faire et à refaire, ne cherchons pas à résoudre on doit chercher à résoudre des problèmes du quotidien. Faciliter le quotidien de ces populations pour qu'elles achètent. Mais pas se spécialiser dans un domaine qui va révolutionner. Parce que la révolution n'est pas rentable.
Et on est dans du capitalisme pur et dur. La révolution où l'impact socio-économique est du ressort de l'État. Mais chaque pays, la Côte d'Ivoire le fait avec le fonds de garantie, certains pays le font, je pense que la Guinée doit le faire. Maintenant, il y a un autre point. Il y a aussi d'autres possibilités d'investissement, de financement, comme le crowdfunding, comme la levée de fonds via les actifs cryptés qu'on appelle les crypto-monnaies. Il y a beaucoup de mécanismes par lesquels nous pouvons passer pour lever des fonds. Mais la première question que n'importe qui vous posera avant de vous donner un franc, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est rentable? Parce que vous devez comprendre quelque chose. La logique du financier, la logique du banquier, comme on dit chez nous en Guinée, on ne laisse pas ce qu'on a avec assurance pour ce qu'on espère avoir dans l'ignorance. Jamais. Voilà un peu pour exactement. Et les PME, les PME, les petites entreprises et moyennes entreprises, des fois, ça ferme rapidement. Tout ça par manque de soutien, on va dire. Mais à votre avis, est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ça? Oui, on dit que ceux qui perdent de l'argent, qui ferment et tant d'autres. Plus de 80% dans certains pays, excusez-moi, plus de 80 voire 90% des PME en Afrique ferment les 5 premières années. En fait, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le manque de formalisme. La deuxième raison, c'est l'ignorance du marché. Ils pensent que avoir une idée suffit pour avoir un client. La troisième raison, c'est le manque de financement. Mais tu n'es pas formalisé, tu n'as pas de clients, personne ne t'accompagne. Les 3 cocktails mélangés, c'est la mort assurée. Donc, pas crédible. Pas crédible. Monsieur Diallo, vous devez savoir quelque chose. La banque, c'est la confiance. La confiance sont les preuves. Les preuves, c'est l'audit. Ça, c'est vrai. Que ce soit la banque, que ce soit n'importe quel financier, celui qui doit vous donner l'argent, c'est ça. Donc, du coup, un entrepreneur doit trouver une solution, doit proposer des solutions de société qui résolvent des problèmes de société tout de suite et maintenant pour être rentable. On n'entreprend pas en Afrique parce que nous sommes passionnés, par exemple, de l'agriculture, de la pêche. Oui, bon, ça, ce sont des choses qui sont très rentables, mais prenons, je dis n'importe quoi, prenons quelqu'un qui dit moi, je crée une entreprise pour protéger des chiens errants. C'est un exemple. Bon, écoute, mec, ici, nous sommes dans un pays où les gens ont du mal à manger 2 fois par jour. Donc, tu crées une entreprise comme ça, on ne te regarde pas. C'est un exemple que je donne. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Donc, 1, trouver l'idée, c'est vrai, mais votre idée doit résoudre un problème de société. 2, allez voir le marché. Est-ce que le marché est prêt à consommer? 3, formalisez-vous. Formalisez-vous. Avoir une comptabilité saine, même si elle n'est pas rentable. On ne vous demande pas d'être rentable les 3 premières années. Par exemple, ici même, des institutions financières, des banques ici sont restées 5 ans, 7 ans sans rentabilité. Sans rentabiliser. Je ne vais pas citer leur nom, mais elles sont là. Ça fait 10 ans qu'elles sont rentables. On ne te demande pas d'être rentable, mais on te demande de résoudre un problème, d'être clair, de respecter ta fiscalité, de respecter les règles de l'État. On pourra t'accompagner dans ce sens. Ça, c'est vrai. Et les chiffres, je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire ou bien si c'est réel, mais il y a plus de 300 milliards de dollars, hein? Ce n'est pas de francs guinéens, de dollars qui sont des fois perdus avec les PME et tout. Mais comment cela s'explique? D'accord. Alors, non, ce n'est pas perdu, c'est plutôt 300 milliards de dollars qui étaient destinés au financement. Mais cet argent ne trouve pas preneur. C'est fou. Il y a l'argent. Mais il n'y a pas d'entreprise sûre. Il y a l'argent, mais il n'y a pas d'entreprise sûre. Donc, ces 300 milliards de dollars dont on parle dans les statistiques qui sont destinés au financement des entreprises en Afrique ne trouvent pas de preneur parce que, comme je dis tantôt, il y a plus de 80 voire 90% des PME qui ferment pas parce que l'idée n'était pas bonne, parce qu'ils ne sont pas formalisés. Parce qu'ils ne respectent pas la fiscalité, ils ne respectent pas leur comptabilité, parce qu'ils n'ont pas étudié leur marché. Vous prenez un exemple. Bon, même chez nous, nous, dans Calici, nous avons des produits, certains services, qui n'ont rien à faire en Guinée. Mais nous ne vendons pas ces services alors ici en Guinée.
Et comme le monde est un petit village. Besoin. Ah, mais non, on a de ces services, peut-être qu'on aura le temps de parler de Calici, notre entreprise, on a ces services qui n'ont rien à faire en Guinée. Donc, on ne parle même pas de ces services. Parler de ces services, changer l'habitude de consommation des personnes, c'est une perte de temps si nous sommes aux besoins primaires encore. Être aux besoins primaires, ce n'est pas un problème, c'est une opportunité, je l'ai dit tantôt. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Vous comprenez un peu? Et là, on va parler même de Calici rapidement parce que c'est très important que vous nous clarifiez un peu. Calici évolue quoi et comment ça fonctionne? D'accord. Alors, Calici, comme j'ai dit tantôt, au début, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est un système qui met en place des softwares, des logiciels, on va dire en français, des logiciels de paiement. Des paiements qui vous permettent de faire du transfert d'argent, des cartes magnétiques, du transfert via blockchain. Mais dans Calici, nous avons 3 départements. Le premier département est spécialisé dans le Web 2. Le Web 2, c'est quoi? Le Web 2 du monde de la finance. C'est tout ce qui est produits bancaires et produits fintech. Donc, dépôt, retrait, transfert, paiement, carte. Premier service de Calici. Le second service de Calici, c'est la finance décentralisée via notre propre blockchain, notre propre registre distribué qu'on appelle la CaliChain. Et en Afrique, c'est encore un tabou dans certains pays. Mais là où Calici est, parce que nous avons une licence en Occident, nous sommes Virtual Service Asset Provider. Là-bas, depuis 2017-18, il y a une réglementation claire et qui est améliorée. Même cette année, nous sommes passés sur le protocole, sur la législation MiCA. Donc, la blockchain et les crypto-monnaies est le deuxième volet de Calici. Mais quand on entend parler de blockchain tout de suite ou de crypto, on a peur. Tout de suite peur, voilà, on pense que voilà, c'est de la spéculation. Non. Nous, notre blockchain, on se spécialise dans l'usabilité et l'utilité de la blockchain. D'où notre troisième département dans Calici. Le troisième département qui a un rapport avec notre DAO, une DAO c'est une organisation décentralisée. Avec nos DAO, nous créons des logiciels, des systèmes qui permettent aux écoles, aux États, aux hôpitaux, à toute personne qui a besoin d'une information vraie, de consigner cette information à un temps donné, X. Et cette information est infalsifiable, inviolable. Et cette information, étant dans une base de données, permettrait aux décideurs, que ce soit les États, que ce soit les dirigeants de ces entreprises, prendre des décisions optimales basées sur des informations. Prenez un exemple. Une entreprise qui n'a pas d'informations réelles sur ses agrégats économiques, financiers, qui n'a pas de statistiques de son marché, c'est comme un pilote qui ne voit absolument rien, qui n'a pas de radar. Donc la blockchain est là. La valeur intrinsèque de la blockchain, c'est vous donner l'information vraie, infalsifiable, inviolable. Il y a beaucoup de pays comme la Chine, comme la Russie, qui utilisent cette blockchain dans la médecine, dans l'armée et partout où nous avons besoin d'une information juste, vraie, nous avons besoin de la blockchain. Donc voici les 3 départements de Calici. Le Web 2, transfert, dépôt, paiement, transfert basé sur les stablecoins par exemple. 2. La blockchain et les projets DeFi qu'on appelle CaliSwap. Nous avons CaliSwap, nous avons CaliBridge. Tout ça, c'est des projets sur le monde de la DeFi, la finance décentralisée. Et enfin, la DAO qui s'occupe de la mise en place de logiciels basés sur l'usabilité de la blockchain. Et cette usabilité, c'est surtout l'exactitude de l'information. Et cette information, on dit l'information, c'est l'argent. L'argent, c'est l'économie. L'économie, c'est l'énergie transformée. Donc, tout est basé sur une information vraie, juste, vérifiable. Une fois que vous avez ça, vous pouvez gouverner votre entreprise ou votre ministère ou votre État paisiblement. Et comment est-ce qu'un commerçant de Madina ou une coopérative, je ne sais pas, des femmes à l'Abilaba peuvent-ils bénéficier concrètement des services de Calici? Très bien. Alors, ce commerçant de Madina,
il peut bénéficier ou il a besoin de plusieurs services de Calici. Ah. Le premier besoin d'un commerçant, c'est quoi? C'est quoi d'après vous? Certainement découler sa marchandise. La transaction. OK. Parce que pour avoir cette marchandise, il envoie de l'argent. Ça aussi. Donc Calici permet, via sa blockchain, de transférer l'argent partout à travers le monde en 3 secondes. Je dis bien 3 secondes, je dis bien. Transférer l'argent. Oui, 3 secondes, 3 secondes. Calici est fort. C'est grâce à la blockchain, 3 secondes. OK. Via nos stablecoins, le KUSD, on peut faire du transfert d'argent d'ici, la Chine, ou partout où vous voulez en 3 secondes. Wow. Voilà. Donc, le premier besoin de ce commerçant, c'est transacter. D'abord, le monde de la finance. Ouais. Le deuxième besoin, peut être l'exactitude de l'information comptable. OK. Ça, c'est un deuxième niveau. Je vous ai dit tantôt, nous n'accompagnons pas quelqu'un qui ne sait pas, qui ne maîtrise pas ces chiffres. Ouais. Donc, la blockchain au Calici peut mettre en place des ERP, peut mettre en place des logiciels permettant à quelqu'un de tenir une petite comptabilité à son niveau. OK. Et cette comptabilité blockchainisée. OK. Et permettant ensuite d'être en règle vis-à-vis de l'État, sans besoin. D'accord? Et enfin, maintenant parlons de la coopérative à l'AB. Je vais même bientôt à l'AB parce qu'il y a un grand entrepreneur à l'AB de nom de M. Agibou Bari, de Fabel, qui fait des choses extraordinaires que j'apprécie beaucoup. C'est la même chose que vous soyez à Madina, que vous soyez à l'AB, vous avez un dénominateur commun, la transaction financière. D'abord, il faut écouler sa marchandise ou il faut transférer de l'argent avant d'acquérir du matériel, de la marchandise ou la matière première. Exact. Donc, tout est basé sur la transaction d'abord. Et cette transaction, ensuite, doit être consignée dans un registre distribué. Ça, c'est la logique de Calici. Pour permettre ensuite de présenter ces informations à des institutions financières. Pour dire que, ouais, je suis là. Peut-être que je ne suis pas encore rentable, mais je suis stable, je respecte les règles, je fais ci, je fais ça. On peut éventuellement... tout le monde a besoin d'une information vraie. Exact. Que ce soit la coopérative, que ce soit le marchand à Madina, que ce soit un professeur, que ce soit un médecin, tout le monde a besoin d'une information vraie, réelle, en temps réel si possible. Et que personne ne puisse modifier cette information. Parce que c'est ça le problème de la Guinée. Nous avons la possibilité très souvent de modifier des informations. De modifier et ensuite, n'importe quel papier. Ça, c'est dangereux. Et puis là, ça crée un problème à l'État. Ça rend l'État faible. Exactement. Donc, voici un peu ce que Calici permet. Et ça, c'est très important aussi de rappeler que vous êtes issu de la diaspora. La diaspora guinéenne. À quoi elle sert exactement pour le pays? La diaspora africaine, je vais même dire. Voilà. À quoi est-ce qu'il sert le continent? Donc, comment est-ce que ça s'explique? Comment eux aussi ils peuvent participer au développement de ce pays ou bien le développement de l'Afrique? Alors, d'abord, moi, j'appelle la diaspora la Banque africaine de développement. OK. Pas la BAD, pas la BAD qui est à Abidjan. Voilà. Ou bien on va dire la Banque africaine de la diaspora, si vous voulez, comme vous voulez. La diaspora africaine envoie plus de 100 milliards de dollars par an en Afrique. 100 milliards. Et là, c'est uniquement via les institutions financières. On ne tient pas compte de ce qu'on appelle le marché alternatif où on dit dépose l'argent à Madina et va à Shanghai, tu prends. On ne tient pas compte de ça. Donc ça veut dire que c'est plus. Mais ces 100 milliards de dollars vont directement dans les besoins au quotidien. Payer la scolarité, les soins de santé, la popote dans les maisons. Exactement. Cet argent ne sert à la famille. Oui, la famille. Cet argent ne sert pas à propulser l'activité économique du pays. Pourquoi? Il y a une raison à tout ça. Laquelle? 80% ou plus des personnes qui envoient l'argent pour un projet ici, le projet tombe à l'eau. Ils n'ont aucune visibilité. Et quand ils se battent là-bas pendant des années, ils envoient l'argent. Quand ils reviennent, ils ne trouvent absolument rien. Ils n'ont pas confiance. Exact. Ils n'ont pas confiance et ils n'ont pas d'information. Imaginez quelqu'un qui a une coopérative de carité ou de l'épi à l'AB, demande
la diaspora en France de le financer. Il peut financer, Ouais. mais ils n'ont aucune visibilité. Parce que nous avons ce problème. Nous n'aimons pas nous formaliser. Nous n'aimons pas auditer. Nous n'aimons pas certifier. Ouais. Donc, le manque de visibilité fait que la diaspora envoie juste de quoi faire vivre leur famille. La diaspora n'investit pas parce qu'elle n'a aucune visibilité. Et la plupart des entreprises qui sont là ne proposent pas, même les entreprises financières, ne proposent pas des produits financiers adaptés à ceux-ci. Comme par exemple certaines diasporas comme les Indiens, les Israéliens, ils ont créé des bonds de la diaspora pour demander à la diaspora d'investir dans des projets spécifiques, des projets d'État. Hein. Cela même peut être fait en Guinée. Le gouvernement, au lieu de lever des fonds uniquement localement, par exemple, parce que si avec l'avènement de 2021 et nous étions en transition, la Guinée avait du mal à lever sur les marchés internationaux. Ouais. C'est normal. Donc la Guinée lève les fonds sur le marché local. Cela aura une pression financière sur le quotidien parce que les banques vont plutôt donner à l'État, vu que l'État est sûr, que de donner aux entrepreneurs. Mais l'État aussi peut créer des bonds pour un projet comme Simandou ou un autre projet, des bonds permettant des obligations. Voilà, permettant à la diaspora de financer ces projets, mais que ce soit des projets documentés, des projets vérifiés, vérifiables. Justement, certaines diasporas n'ont pas l'information qu'il faut pour venir investir en Guinée. Mais, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour que la diaspora, qui ne connaissent rien de fois de l'Afrique, puisse revenir investir ou bien rester là où ils sont pour investir? Quel conseil vous donnerez à cette diaspora-là? Alors, d'abord, vous savez, le conseil, il est un peu délicat. Dire à la diaspora, venez, déjà, il envoie l'argent. Il envoie 100 milliards. Ouais. C'est plus que l'aide des institutions, l'investissement des institutions de Bretton Woods en Afrique, qui tourne autour de 50-53 milliards de dollars par an. Wow. Donc, ça veut dire, en fait, on n'a même pas besoin des institutions de Bretton Woods pour financer l'Afrique. Ouais. En réalité, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça qui est la vérité. Parce que c'est le double de ce que voilà, finance. C'est ça la vérité. Ouais. Mais, donc, la diaspora envoie déjà l'argent. Donc, on n'a pas un conseil à leur dire, envoyer, ils envoient déjà. Ouais. Mais c'est ceux qui sont au pays qui doivent formaliser des projets viables, des projets vérifiables, accompagnés même par l'État, pour que cette diaspora soit à l'aise. En plus d'envoyer pour leur famille, envoyer aussi pour investir dans ces projets. Ça, c'est vrai. Vous voyez, par exemple, actuellement, je vois un avènement de projet qui est lié à comment on appelle ça, à tout ce qui est immobilier en Afrique. Ici, les gens, la diaspora, ils envoient l'argent. Mais après, derrière, soit les papiers ne sont pas bien faits, ou ils perdent leur terrain. Vous voyez, c'est difficile. Ça, c'est vrai. Oui, c'est difficile. Parce que tu envoies ici de l'argent pour qu'on investisse dans un terrain. Oui. Tu trouves que le terrain il est vendu à 3-4 personnes. Oui, il y a un problème. Donc, la diaspora a la volonté. C'est nous, c'est l'État de créer des mécanismes permettront. Ces mécanismes sont faciles à faire. D'autres pays l'ont fait. Il suffit juste de regarder comment ils l'ont fait, de contextualiser selon nos réalités socio-économiques et créer des produits adaptés. Exactement. Si c'est l'État qui s'engage, la diaspora le fera. La diaspora le fait déjà. On a une diaspora merveilleuse. Exactement. Voilà. Vraiment, je n'ai pas envie que ce podcast finisse parce que c'est très intéressant ce que nous disons sur la Guinée, sur la diaspora, sur l'Afrique et tant d'autres. Mais juste avant de terminer, parce que quand même le timing est là. Donc, juste avant de terminer, à votre avis, il faut combien pour investir dans la tech? Il faut combien? Chiffres. Pas de détails, des chiffres. Pour un jeune qui veut se lancer dans ce domaine-là. Bon, c'est délicat. Oui. Je vais vous donner mon cas, mon exemple. Je ne vais pas vous dire que j'ai commencé mon entreprise avec $100 parce que bon, vous allez voir beaucoup sur le net, chacun vous dit que voilà, il a commencé avec rien.
Bon, chacun a son point de vue. Hein. Moi, je ne crois pas à ça. Okay. On ne commence jamais avec rien. On commence toujours parce que l'argent, certes, peut ne pas être là. La volonté y est, l'entourage y est. Ça, c'est déjà beaucoup. On ne peut même pas. Mais honnêtement, ça dépend de par où vous voulez rentrer. Si vous voulez, par exemple, la blockchain, les réseaux distribués dans lesquels nous travaillons beaucoup, on n'a pas besoin de grand-chose. Vous pouvez lever des fonds facilement aussi dans ce domaine. Bon, la blockchain, lorsque nous l'avons mise en place, nous avons eu un budget assez récent. Au tout début de notre blockchain, nous avions un budget de $75,000. Mais je ne dis pas $75,000 pour entrer dans la tech. Ça fait environ près de 800 millions de francs guinéens. 800 millions. Oui, c'était le premier budget pour la blockchain. D'accord. Mais lorsque nous avions créé Calici au tout début en 2017, on a créé Calici avec juste de la volonté. D'accord. Et nous sommes partis voir les autorités. Nous avons dit que nous allons révolutionner le système de paiement en Guinée. Donnez-nous un agrément. Ils ont cru en nous, ils nous ont donné un agrément. Donc, il n'y a pas un prix. Le premier prix, c'est la volonté. Hein. Le deuxième, c'est s'engager à donner des informations, même si elles ne sont pas bonnes. C'est ça le prix. Il n'y a pas un prix fixe. Est-ce qu'on ne va pas dire aussi, c'est donner la volonté de se former, la formation? Elle est obligatoire. Sans ça, on se leurre. Alors, on se leurre. Moi, je suis un entrepreneur. J'aime comprendre tout ce qu'on me dit, tout ce que mes collaborateurs me disent. Je ne veux pas qu'un de mes développeurs en JavaScript ou bien en Node.js vienne me raconter qu'il y avait un bug ici, il y a un bug par là. Non, je veux comprendre. Donc, je me forme. Je ne me forme pas pour être un codeur, mais je me forme pour savoir lire le code. Je ne veux pas que mon CFO vienne me dire que non, nous avons payé X ou Y, donc nous avons fait ça. Non. Je dois savoir faire l'audit de mon entreprise. Donc, ce que vous recommandez, par exemple, pour un entrepreneur qui veut ouvrir un restaurant, par exemple, il doit connaître aussi la restauration, c'est ça? Il doit connaître d'abord la restauration. En plus, la gestion. Vous savez, faites la part des choses entre ce que vous offrez et ce qui vous permet de vous pérenniser. Ce que vous offrez, dans le cas de la restauration, vous offrez de la nourriture. Mais vous achetez de la matière première, vous achetez du combustible, vous achetez des ustensiles, vous payez des gens, vous avez des factures, vous avez des impôts à payer, vous derrière ce background-là, vous devez le maîtriser. C'est même plus important, ce background est plus important que ce que vous proposez. Ce que vous proposez, vous pouvez vous entourer des sachants du domaine. Mais le background, si vous ne le maîtrisez pas, vous ne saurez pas être rentable. D'accord. Juste une avant-dernière question. D'accord. Pour une tech, pour un investissement en tech, bien rentable et tout, parlons chiffres, s'il vous plaît. Combien est-ce qu'on peut rentabiliser par mois pour une entreprise qui est vraiment florissante en Guinée ou en Afrique? Voilà, moi, Calici a 80% de ses clients hors de la Guinée. Bon, moi, je suis en Guinée, pas par patriotisme simplement, ça c'est une parenthèse, parce que j'entends souvent dans le monde dans le monde des entrepreneuriats, on dit que j'ai tout laissé en Occident, je suis venu en Afrique, c'est des sottises. Bon, excusez-moi le terme, mais pour moi, c'est n'importe quoi. Lorsque vous venez quelque part, ce n'est pas par patriotisme, c'est parce que ça vous arrange. Exact. Voilà. Donc, c'est vrai, il y a des avantages en Occident, il y a des avantages en Afrique. Celui qui gagne 2 000 euros ou le SMIC juste en France, on te dit tu as 5 000 euros ici, tu laisses, tu viens. C'est pas le patriotisme. Ça, c'est vrai. C'est du gagnant quand même. Donc moi, je suis en Guinée. 80% de mes clients sont hors de la Guinée. Bon, on me dit d'aller ailleurs. Mais non, j'ai un avantage ici. Un avantage concurrentiel, un avantage réglementaire, un avantage extraordinaire. Donc c'est pour ça que je suis là. Maintenant, parlant de la rentabilité, regarde, nous avons des logiciels que des gens utilisent, des fintechs utilisent nous avons des gateways de paiement que des fintechs utilisent pour faire du transfert d'argent, de la rémittance à travers du multidevises. Ils nous payent par mois selon le nombre d'API, le nombre d'appels d'API qu'ils font, entre 200 et 2 000 $ par mois. Donc, une entreprise, si elle ne vous donne rien, vous donne $200.
jusqu'à $2,000 par mois. Donc, à vous de calculer, si vous avez 1000 entreprises, 500 entreprises, 10 000 entreprises, ça vous donne un peu... beaucoup d'argent. Ça vous donne un peu une idée. Non, j'aimerais au fait que vous me donnez un chiffre. Non, je ne peux pas. Est-ce que Calici, par exemple, rentabilise jusqu'à $500,000? Je vous dirais tout simplement que Calici est rentable. Calici est rentable. OK. Parce que dans le domaine des fintech, nous avons environ 500 clients de fintech qui utilisent nos gateways. Oui. En termes de clients utilisateurs, nous avons environ 400 000 utilisateurs à travers le monde. D'accord. Et ces 400 000 sont plutôt dans le dépôt, retrait, transfert. Mais nous avons aussi un système d'abonnement qui coûte entre 4 à $20 par mois. Ouais, donc nous avons plus de 400 000 utilisateurs. Nous avons 500... calculer, hein. Allez-y, nous avons 500 fintech. En plus, nous avons notre blockchain aujourd'hui qui est classé 4 millième au monde. Nous avons un volume de $200-300 000 par jour avec une capitalisation qui tourne autour de $8 millions. D'accord. Voilà un peu Calici en chiffres. Voilà. Et vraiment, parce que je sais que les chiffres sont tabous en Guinée. Non, pas tabou. Mais combien vous gagnez, par exemple, en tant qu'entrepreneur en tech? Bon, moi... une estimation. Même si un salaire, vous voulez dire un salaire? Oui, estimatif. Un salaire, pas une rentabilité de l'entreprise, un salaire. Non, un salaire. Bon, dans notre domaine, vous avez des salaires qui tournent de 5 000 à 10 000, voire $20 mois. OK. Selon votre niveau. Votre niveau. Ouais. Voilà. Maintenant, il y a aussi les petits qui commencent avec $1 500-2 000. OK. Ça peut aller jusqu'à $25 000. Hein. Wow. Ça paye dans le domaine si vous maîtrisez. Ouais. Voilà, si vous maîtrisez Donc, votre domaine. formez-vous. Donc, parce qu'il y a de l'argent dedans. Nous sommes à la fin. Quelle est votre vision entre 2030 2035 par rapport à Calici, votre entreprise? OK. Alors, d'abord, ma vision de l'entrepreneuriat guinéen, et ensuite je vais revenir à Calici. Okay. Parce que ça, moi, je suis du genre, je me dis que je n'ai pas de concurrent, je n'ai que des confrères et des consoeurs. Okay. La concurrence est une invention. C'est un carburant qui te motive à faire mieux, c'est bien. Ouais. Nous sommes dans un pays ou dans un continent, où il y a des entrepreneurs extraordinaires. Prenons le cas de la Guinée. Nous avons comme M. Muntaga de Tulip, fait des choses extraordinaires. Ouais. Nous avons Vivatech de M. Camara, je crois, ils font des drones, c'est extraordinaire. Ouais. Nous avons Fapel à l'abbé, ils font des fourneaux. À gaz. Non, même pas gaz, huile de moteur. Ils font des choses extraordinaires. Ouais. Nous avons aussi le jeune homme de Nimba SMS qui fait des choses extraordinaires. Ouais. Ce pays est rempli de talent. Ouais. Nous devons consommer guinéen. Mais on ne consomme pas par patriotisme, on consomme parce que c'est utile. Ouais. Donc je dirais aux entrepreneurs, nous avons un marché vierge. Soyons à la hauteur. Proposons des biens et des services de qualité pour que le patriotisme prime sur l'utilité de produits extérieurs. Okay. Ça, c'est ma première vision. Donc nous devons donner la main, mais produire des produits de qualité, mais ne pas viser que le marché de 17 millions de personnes. Ouais. Le marché africain, c'est près d'1,5 milliard de personnes. C'est pour ça que... Élargir. Moi, je suis Calici dans 19 pays. Ouais. Et d'ici la fin d'année, nous serons dans 50 pays à travers le monde. Ah, ouais. Pas installés directement, mais via des partenariats, via des partenaires agréés. Ouais. Donc, ce pays est rempli d'entrepreneurs de qualité compétents. Donc, je crois. Maintenant, Calici... Quand vous entendez Calici, c'est un poulard. L'argent. Plus en arabe. Ah oui, je comprends pas. Kovri en sous. Ah, ok, Kovri, Kovri. Wari ou bien Oudi. Alors, avant tout, je suis un financier. Je souhaite, et nous avons pour objectif, de rendre Calici une institution financière. Okay. C'est pour cela, dès le début, nous avons 3 volets. Et chaque volet sera une entreprise à part entière. Nous aurons Calici Bank, c'est l'objectif. C'est pour cela que nous sommes en Guinée et nous essayons de comprendre le marché. On dit qu'il n'y a que 20 ou 23% de taux de bancarisation. Ça veut dire qu'il y a près de 80% à prendre. Ah, oui. Il y a de l'assurance encore qui est vierge. Donc, nous voulons faire une banque assurance d'ici les 5 prochaines années via Calici Guinée. Ah, oui. Maintenant, nous avons Calici Financial Technology qui continue à produire des produits pour les fintech, des produits technologiques
des gateways de paiement pour les fintech. Ouais. Ce département aussi sera une entreprise à part entière d'ici les 5-10 ans. Et enfin, nous avons la DAO, l'organisation décentralisée dont je suis le président, qui dirige le protocole de notre registre distribué, à l'occurrence la Kalishen. Elle aussi, elle va continuer son petit bout de chemin pour créer des softwares permettant aux dirigeants d'avoir des informations vraies, vérifiables en temps réel, permettant de prendre des décisions optimales afin de diriger leurs entreprises, leur ministère ou leur État. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. C'est ça. Juste, vous allez regarder cette caméra qui est derrière, votre caméra, et vous allez passer un dernier message aux jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat ou les jeunes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat mais qui ont du mal à progresser. D'accord. Alors, déjà, nous devons savoir que l'entrepreneuriat en Afrique, c'est un phénomène très jeune et qui date moins de 35 ans. Donc, nous devons aider les institutions, nous devons aider les États en nous formant, en nous formalisant avant tout. Et ne pas aller sur Internet faire du contrôle C, contrôle V. Des produits et services qui fonctionnent à la Silicon Valley ne fonctionnent pas à la baie. Non. Allons sur le terrain. Allons dans la poussière, dans la boue. C'est là où il y a des besoins. Parce que 80% de notre économie est basée et informelle. Donc, allons à ce niveau d'informel où on parle de tontine, où on parle de tour-tour, où on parle des petits termes que vous ne comprenez pas. Allons comprendre ces termes, connaître leurs besoins. Créer des produits, des biens et des services adaptés à ce besoin et nous formaliser. Être un développeur ou être un cinéaste ou être un musicien ne doit pas vous détourner de la formation en gestion de votre entreprise. Car c'est cette formation en gestion de votre entreprise qui vous permettra d'être périn. Cette formation vous permettra de pouvoir lire les agrégats économiques et financiers de votre entreprise, de votre organisation, afin de prendre des décisions optimales. Si vous ne pouvez pas le faire, confiez-les à des experts qui savent. Mais ces experts peuvent coûter cher au début. Donc, mieux vaut se former, apprendre. C'est un passage obligatoire, quelle que soit la beauté de votre entreprise, quel que soit votre talent. Si vous ne savez pas diriger, personne n'aura confiance en vous. On ne finance pas un start-upper. Pour finir, on ne finance pas un entrepreneur, on finance un manager. Et nous devons savoir, lorsque nous sommes dans un environnement, il y a des règles, il y a des chefs. Il faut respecter les règles. De votre maison, à votre école, dans votre cité, dans vos sociétés, dans votre État, il y a des chefs. Mais entre vous et le chef, c'est comme un œuf et un caillou. Lorsque l'œuf touche le caillou, l'œuf se casse. Lorsque le caillou touche l'œuf, l'œuf se casse. L'un ou l'autre, c'est l'œuf qui perd. Donc, formons-nous, formalisons-nous, restons focus, évitons de nous chamailler sur des choses inutiles et faisons la promotion du Made in Guinée, du Made in Afrique, mais voyons Afrique, voyons monde. Restons concentrés sur ce qui est l'essentiel. En tout cas, merci d'être passé dans ce podcast. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes dans Chapitre et Carrière. Donc, cette fois-ci aussi, on a terminé en bien. Donc, on se reprend la semaine prochaine encore. N'oubliez pas de liker et de partager. À très bientôt.